Binge Audio. On va passer maintenant à l'échange avec la salle. Donc si vous avez des questions ou juste des partages d'expérience ou envie d'ajouter quelque chose, on a hâte de vous écouter. Vous demandez à Charlotte, elle viendra à vous. Je voulais juste dire que moi j'étais d'accord et que souvent les mecs toxiques sont aussi des bons coups, mais vaut mieux quand même pas rester avec. Je conseille aussi de sortir du truc, si possible quoi. C'est pas facile. Voilà. Merci pour ce soutien. Mais est-ce que c'est pas parce qu'il y a un maximum de mecs toxiques, donc forcément parmi ces mecs toxiques il y a des bons coups? Enfin. Si, il y a une question de maths. Si, je pense, t'as raison. Non, mais je pense que le fond du truc, on l'a aussi débunké, c'est de dire que, la façon dont on a grandi, comment on a été sociabilisé dans l'amour, on a appris à trouver sexy la personne qui veut pas de nous. C'est ça qui est, à cause de la misogynie qu'on a intégrée. Ce qu'il y a, c'est que s'il veut pas de nous, comment on va réussir à se le taper? Non, mais je rigole. Tu vois ce que qui joue avec ça. Tu vois ce que je veux dire. Non, mais tu vois, pendant moi, avant-hier, il y a un mec que j'aimais bien. Petit exemple marrant. Et je vais à une soirée et tout, je me dis trop bien, je vais le voir. Et on s'est envoyé quelques textos. Et là, il vient me voir et me dit, tu sais, j'ai un problème. J'hésite entre toi et une meuf, ma stagiaire de 23 ans. Ah là là. J'ai 40 ans. Il en avait 43. Et donc là, je me dis, bah voilà, ça c'est un mec toxique, typiquement. Ouais. En effet, maintenant, après 20 ans d'expérience, je pense que je lui ai ri au nez et je lui ai dit, je sais que je ne te reverrai jamais, mais tu vois, en fait. Mais surtout, il attendait quoi de te dire ça? Bah, mec toxique. Que tu lui dises maintenant, choisis-moi. Oui, voilà. Ou que tu le dises maintenant. Ouais. C'est comme ton truc des cheveux gras là. Ouais. C'est genre, t'es pas mal, mais t'as les cheveux gras. Raison, là, c'est. Non, mais c'était toxique ou c'était teubé? Enfin, c'était. Oui, c'était les deux. C'était les deux. Non, mais ça me fascine en fait. C'est fascinant. Bonsoir. Déjà, merci, c'était très intéressant. Moi, j'ai une question particulièrement pour Juliette. Déjà, merci beaucoup pour tout ce que tu fais, j'adore. Alors, moi, je suis lesbienne, donc on pourrait se dire que je suis complètement sortie de l'hétérosexualité. Et en fait, j'ai eu des histoires, une histoire particulièrement avec une meuf qui était en fait toxique. Et ma question, c'est, les espaces queer, c'est génial. Et franchement... Quand je me suis rendu compte que j'étais Gwyn, j'ai revécu grâce à tout ça, grâce aux espaces queer, grâce aux espaces lesbiens. Mais comment on fait pour les déshétérosexualiser aussi? Parce qu'en fait, la domination, elle existe aussi dans ces milieux-là. Donc, je pense qu'il n'y a pas de réponse absolue, mais si tu as des conseils... Effectivement, de toute façon, c'est un peu aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que le style sociétal qu'on a dans le rapport aux autres et à la production aussi, que ce soit à la reproduction ou à la production, il est effectivement majoritairement basé sur la domination. En tout cas, il y a quelque chose qui... Donc, au-delà de la question du sexisme, évidemment que dans des groupes, on est complètement imprégné aussi de questions de domination, de violence, de tout ce qu'on veut. Donc... La seule différence que je marquais, c'était par rapport au sexisme, dans le sens où on ne peut pas identifier une classe dominante avec un rapport de pouvoir. Mais ça n'empêche pas, évidemment, qu'il y ait des violences qui se produisent dedans. D'autant plus aussi que ces populations sont surtraumatisées, surprécarisées. Donc, en fait, faut aussi en finir avec une espèce de mythe de les victimes sont gentilles. Non, en fait, les victimes sont traumates. Donc, derrière, tu as de la dissociation, tu peux avoir de la rage, tu as de la dicto. En fait, c'est la merde. C'est pas un rapport moral au monde, c'est pas être une gentille personne, ça n'a rien à voir. Donc je pense que c'est d'autant plus complexe en fait dans des milieux dont il y a beaucoup de traumatisme, de privation et donc d'autant plus aussi de violence. Donc je pense qu'il faut pas non plus cacher ces questions-là qui ressortent à ces endroits. Et par contre, je pense que c'est des milieux donc où évidemment il y a des violences et de tout type, mais il y a aussi c'est aussi des endroits où les outils se développent aussi les plus vite. Enfin, je veux dire, c'est là où il y a vraiment en termes de questions par exemple du consentement, de développer des outils extrêmement forts, de parler,
que ce soit conceptuelle ou de manière appliquée, en fait, il y a beaucoup de choses qui sortent à ces endroits-là et qui me semblent où il y a quand même une attention particulière qui est portée dessus. Ou en termes de justice, comment faire justice. Enfin, il y a beaucoup aussi de réflexions là-dessus qui me semblent hyper, très très productifs en fait, ou à la pointe en tout cas en termes sur ces idées-là. Mais c'est vrai que j'ai pas de réponse particulière là-dessus, si ce n'est que j'ai l'impression qu'il y a des violences et il y a par contre une sensibilité aussi à vouloir les combattre ou en prendre compte. Mais voilà, je sais pas si c'est une réponse satisfaisante. Par contre, c'est pas parce que les gens ont un hashtag MMM sur leur profil que ils sont forcément gentils. Hein. Enfin, parce que ça, c'est un peu la grande mode. Juste pour dire du contexte, MMM, c'était avant le podcast c'était le compte Insta de Charline, je sais plus comment, qui était une sexologue, qui disait MMM, ça veut dire mec, meuf, merveilleux. Enfin, ça voulait dire en gros, je suis open à une sexualité déconstruite et tout. Et c'est devenu une espèce enfin, je sais même pas comment décrire ce que c'est devenu. Bah, c'est un hashtag qu'il y a sur des profils où maintenant on met ce hashtag qui voudrait dire je suis quelqu'un de bienveillant, mais c'est parce que tu mets un hashtag que t'es bienveillant. Ça, il faut quand même, voilà. Donc c'est vrai que c'est même devenu red flag pour moi. Bonsoir. Moi, je me pose une question, c'est est-ce qu'on n'aurait pas d'abord intérêt à sortir de l'opposition couple et célibat ? Parce que je trouve qu'on continue de valoriser le couple, comme vous l'avez dit, intrinsèquement lié à l'amour romantique. Et en réalité, la plupart des gens qu'on dit célibataires ne le sont pas. Ils ont plein d'histoires qui sont différentes. Et je pense que l'exploration, elle se fait aussi dans la variété de l'amour, c'est-à-dire sortir du romantisme et explorer l'amour dans sa diversité. Parce que j'ai l'impression qu'on est toujours sommé d'expliquer les relations qu'on a quand elles sont en dehors du couple classique. Mais ça, si je veux... Non, moi je trouve ça super. Tout ce qui vient d'être dit, je suis trop d'accord. Super. Non, c'est vrai, t'as raison. Et d'ailleurs, aux États-Unis, on voit, il y a vraiment les extrêmes. Par exemple, je cherchais pour aller dans une coloc et ils prenaient que des célibataires dans la coloc. Si t'étais en couple, c'était interdit. Genre, il y avait écrit dans le règlement interdit au couple. Et moi, j'étais là, non, mais attendez, c'est quand même hyper discriminant, quand même. Enfin, même pour les couples. Enfin, et donc, en effet, il faut pas qu'on aille vers ce truc, comme tu dis, de toujours opposer couple et célibat. T'as quand même raison. C'est ça, c'est qu'on dirait que, en fait, à partir d'un certain moment, quand on a une relation donc, qui est en dehors du couple classique, il va falloir la nommer et dire ouais, mais tout le monde autour va te dire mais alors c'est quoi, c'est ton plan cul, c'est ton amant, c'est ton amoureux, c'est ton sex friends, est-ce que vous êtes en couple, qu'est-ce que c'est votre histoire? Et en fait, je pense que c'est ça qui est vraiment fatigant aujourd'hui, c'est qu'il y a des tas de gens qui vivent autre chose et qui ont envie de dire bah oui, ça existe, c'est là. Et ça a de l'importance et de la valeur autant que toutes les histoires d'amour qui existent. C'est pas... Complètement d'accord. Amen. Bravo. Sachant que souvent, nous-mêmes, on ne sait pas définir dans quoi on est. Hein. Non, mais bien sûr. Et ce qui est insupportable, c'est d'être harcelé de questions dès que tu vis quelque chose, même qui est tout neuf, et de se dire mais tu crois que ça va devenir sérieux, mais tu crois que c'est ton mec, et t'as envie de dire mais aussi, laissez les choses grandir à leur vitesse et à leur rythme. C'est la hiérarchisation aussi. Tout à fait. Et c'est de se dire, il n'y a pas soit d'un côté les gens maqués, soit les célibataires qui pleurent dans la glace vanille. Entièrement d'accord avec toi. Et après aussi, peut-être juste pour rajouter un mini truc par rapport à ce que tu viens de dire, je trouve ça vraiment, je suis 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire. C'est, oui, il y a le couple hétéro culturellement attendu, etc. Mais redéfinir, c'est quoi le couple? Moi, quand je me présente et je dis je suis hétéro, j'aime le couple, pour moi, dans ma tête, le couple, dans mon imaginaire, c'est avoir un projet commun, en fait, tout simplement. C'est pas du tout le co-living nécessairement. C'est juste, moi, j'aime bien, et je crois que t'es un peu comme ça, Judith. Je suis assez mono-obsessionnelle ou quand je suis très intéressée par quelqu'un ou quelque chose, c'est vraiment ça pendant moi, j'aime bien les habitudes, la construction dans le temps, le projet commun. Moi, c'est ça que j'entends par couple. Donc, redéfinir aussi individuellement ce que ça signifie pour chacun. Voilà, mais ouais, je suis trop d'accord avec tout ce que tu as dit. Bonsoir, moi j'avais juste une question qui était par rapport aux solutions que vous nous avez données pour sortir éventuellement de l'hétérosexualité, qui était de trouver des hommes qui ne seraient pas sexistes ou qui ne seraient pas patriarcaux. Est-ce que vous avez réussi à le faire, et si c'est le cas, où est-ce qu'ils sont? Je pense qu'on serait pas là. C'est moi, j'ai trop envie de répondre. En fait, c'était la problématique de ces 10 dernières années, j'ai envie de dire, et c'est vrai.
Et en fait, je pense, enfin, dans mon cas, la solution, et je pense que c'est transposable à pas mal de meufs, c'est d'arrêter de me minorer, qui est une chose que j'ai faite pendant très, très longtemps. Et c'était un peu un cercle vicieux où je voyais que apparemment je faisais peur et on me disait que j'étais castratrice, machin truc, je trouvais ça débile, je comprenais pas, machin. Mais comme j'avais ce retour-là très souvent, j'étais vraiment dans... Alors, quand bien même je ne disais rien, parce que j'étais très tard, mutique, quasi, je ne bougeais pas, mais quand même j'avais ça comme retour. Donc genre, enfin, je me minorais, j'étais très rassurante et très dans la douceur tout le temps. Et à un moment, j'ai compris qu'en fait, des mecs sensibles et pas patriarcaux et bien dans leur peau, ça existe. Et qu'en fait, de cesser tout simplement de me minorer et de dissimuler presque mon féminisme par omission, etc. En arrêtant de faire ça, en fait, ça fait un espèce de tri sélectif tout seul, sans rien faire. Et je pense que de manière générale, dans la vie, plus on tend à... Alors après, évidemment, il y a toutes les questions matérialistes, bien sûr, qui sont un gros point. Mais tant que faire se peut, si on peut tendre à aller vers assumer qui on est profondément et ce qu'on est, etc., je pense que ça crée un espèce d'écosystème et que au bout d'un moment, ça attire à soi, sans qu'on ait rien à faire, les gens qui sont prêts, qui ont envie de fonctionner dans cet écosystème qui nous correspond. Je pense que ça fait partie peut-être des pistes possibles. C'est vrai que je trouve que c'est facile aujourd'hui par exemple, de voir quand il y a un abus dans celui qui range pas, enfin dans les tâches ménagères. Enfin, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, on arrive à voir, tiens, est-ce qu'on peut se partager les tâches? Il y a des trucs comme ça. Mais par contre, ce qui est toujours très difficile à faire, je trouve, c'est parler de ses émotions. J'ai l'impression qu'il y a encore énormément de gens qui n'arrivent pas à définir leurs émotions. Quand ils sont en colère, ils n'arrivent pas à dire je suis en colère. Et ça, je pense que c'est vraiment dans ce dialogue-là qu'on peut, à mon avis, non seulement lutter contre toutes les formes de domination, mais aussi de pouvoir construire des choses ensemble. Et c'est très dur. Enfin, moi, j'ai toujours la prochaine révolution, ce sera la révolution émotionnelle. Celle d'après, si on arrive déjà à définir et à dire quand ça va pas, et à se le dire et dire pourquoi l'autre nous fait de la peine, et que l'autre arrive à entendre ça aussi sans se carapacer et fuir le conflit. Enfin, ça sera déjà un grand pas. Je pense qu'est-ce qu'elle demandait, sans vouloir abuser ta question, c'était est-ce que vous les avez trouvés, ces mecs? Grave. Ah bah c'est cool. Ah bah, c'est non, bien, pas beaucoup. Moi, Vas-y, réponds. Ah non, toi d'abord. Moi, j'en ai trouvé 2 et un qui était pas du tout, enfin qui était une brique en féminisme. Clairement, il connaissait absolument rien. Mais dans sa vie, c'est quelqu'un qui n'avait jamais été dans des schémas prépensés. C'était un garçon qui tricotait quand il avait 18 ans. Enfin, il était vraiment dans une espèce de masculinité tranquille et sans aucun préconçu, ou en tout cas très peu. Et donc lui, il était carrément super. Et je lui ai transmis des bases de féminisme. Et c'était super passionnant, super impressionnant. Et après, ouais, mais c'est juste une expérience de vie, c'est pas. Non, mais c'est intéressant. Et en échange, tu t'as appris à faire du tricot ou pas? Et en fait, c'est quelqu'un qui est venu à moi et ça a mis un peu longtemps à se faire, mais il y avait quand même un truc de circulation dans la séduction, etc. Et j'en ai rencontré un autre. Alors là, c'était à l'étranger. Et là, c'était un mec qui était 10 000 fois plus féministe que moi au moment où je l'ai rencontré. Et alors là, je sais pas d'où... C'est un peu mystérieux. Je crois qu'il avait grandi entouré de femmes avec des sœurs, vraiment dans un bain très féminin. Et il avait eu des amours qui l'avaient fait grandir dans ce sens-là. Il avait une histoire d'amour, c'est pareil, c'est hyper personnel, avec une femme qui avait 25 ans quand lui, il en avait 18. Et c'était une grosse badass, hyper féministe. Et elle lui avait dit, en gros, je spoil un peu un truc, elle lui avait dit, elle lui avait mis un bouquin de Germaine Greer dans les mains au premier date et elle était revenue 3 semaines après et elle lui avait dit, et il avait lu et elle lui avait dit, maintenant voilà, t'es prêt. Ça avait commencé comme ça. Donc bref, enfin voilà, c'était des chemins de vie, mais c'est très rare, mais il y en a quand même quelques-uns. Oui, et je pense c'est des hommes qui sont les moins hommes possibles, quoi. Voilà, malheureusement, c'est le moins. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. En fait, c'est des hommes qui sont les moins hommes possibles parce que la seule définition, encore une fois, des hommes, c'est la domination par rapport aux femmes. Mais je suis d'accord avec ça. Donc c'est le moins possible. Moi, les hommes que je kiffe, les seuls, c'est les hommes trans. Voilà.
Après, les PD sont pas des hommes, mais les PD, je les adore. J'adore les lesbos, les butch, évidemment. Enfin, tu vois, mais c'est aussi se rendre compte que là, ce qui est décrit, en fait, par les personnes qui se décriraient plus dans l'hétérosexualité, bon, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as absolument besoin d'une bite bio avec quelqu'un qui s'habille d'une certaine manière. Enfin, déjà, ça s'interroge, en fait. Je dis pas ça dans le mépris. Non, je dis dans le j'entends. même sens que moi, j'interroge mes rapports à pourquoi je suis dans telle corporalité. Enfin, à un moment donné, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et je trouve que c'est important à relever que la recherche, elle est dans le moins. L'homme qui est intéressant, c'est l'homme qui est le moins homme possible, en fait. Donc c'est aussi de reposer encore une fois ce que c'est être un homme et être une femme. Et enfin voilà, c'est tout. C'est une petite Ouais, non, mais incartade. moi, je suis d'accord avec ça. France, tu veux répondre? Bah, je trouvais que ta réponse était bien. Avec mes expériences de vie très personnelles. Bonsoir, je m'appelle Nova. J'avais une question pour Juliette et en rapport avec le titre du podcast On peut plus rien dire. Est-ce que toi qui as écrit un livre, est-ce que tu as l'impression que le message que tu portes est audible? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a aussi peut-être des adelphes qui écrivent aussi des livres qui sont dans cette même perspective que toi? Et est-ce que ce que tu décris un peu dans ce mouvement queer transpédéguine est plus audible ou en tout cas donne plus de voix? Ou est-ce que ça reste quelque chose qui est peu entendu ou auquel on rétorque que on ne peut, enfin, que c'est pas entendable, etc., etc. Coucou Nova, ça va? Déjà, c'est super cool ta question parce que ça me fait rappeler que je voulais absolument dire qu'il y a aussi le livre de Louise Morel qui est sorti qui s'appelle Comment devenir lesbienne en 10 étapes. Donc voilà, c'est plutôt apparemment facile. Si jamais. Et après, franchement, sincèrement, je ne saurais pas répondre à ta question. Moi, j'ai juste le sentiment comme toutes les personnes qui sont impliquées, de mettre une petite pierre à cet édifice. Il y a une pierre qui correspond à ce que j'ai l'impression de pouvoir faire, mais ni plus ni moins. Et ouais, non, je saurais pas du tout comment placer l'évolution ou ce qui va être. Enfin, comme quoi, je suis pas totalement encore collapsologue, mais tout en formation. Non, je saurais pas répondre à ta question. Est-ce que j'avais décrit Juliette comme le collapsologue de l'hétérosexualité? C'est pour ça. Voilà. Bonsoir. Ma question concerne particulièrement Juliette. En fait, c'est pour rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit. Après avoir lu votre ouvrage, je me suis demandé, mais comment on peut continuer à vivre dans notre société en ayant eu cette prise de conscience-là, en ayant remis totalement en question la binarité et tout ce qu'on lui accole, et même pour répondre du coup à la question du thème d'aujourd'hui. En fait, je crois qu'on a fait le tour, il n'y a plus d'options. La seule solution qui reste, c'est de sortir complètement de l'hétérosexualité et de tout ce que ça semble impliquer dans les esprits, de tout ce que ça a figé en fait, dans les rapports entre des gens pensés comme hommes et femmes. Et une fois qu'on a fait cette démarche-là de tout déconstruire, de se rendre compte qu'avant tout, on est des individus et que finalement, on a chacun une façon d'être qui nous est propre et qui ne devrait pas du tout être définie par ce qu'on a entre les jambes ou ce qu'on n'a pas ou ce qu'on devrait avoir. Et du coup, comment on continue après à relationner avec des gens, à continuer à rester dans ce système-là qu'on dénonce et qui... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que vraiment, ça a été un coup de massue dans ma vie d'avoir pris conscience de ça. Et je me demande, mais comment continuer et garder la force de... Je ne sais pas, de trouver encore un sens à tout ce qui se passe, alors qu'en fait, il semblerait que ce soit complètement insensé ou pas du tout viable. J'ai entendu parler de microdosing en LSD. J'aurais dû en mettre peut-être dans le pack à binge, c'est à penser. Mettre une petite dose, soit d'antidep, soit de... non, mais en tout cas, ça me touche ce que tu dis. Ouais, vraiment, ça me touche ce que tu dis. Et personnellement, en tout cas, mais parce que j'ai aussi des privilèges en termes matériels, c'est-à-dire j'ai pas à m'inquiéter de quoi je vais manger ou si j'ai un toit sur la tête. Donc, évidemment, modulo, et c'est un énorme modulo ça, mais du coup, j'ai l'impression que j'ai rencontré aujourd'hui, même si ça a été assez tardivement, mais je pense que générationnellement, en tout cas, j'ai
l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge chez les personnes plus jeunes. Mais j'ai mis beaucoup de temps à rencontrer des personnes avec qui ces questions-là ou ces positionnements-là n'étaient plus en travers en termes de sociabilité. Et peut-être ça fait depuis que là j'ai 36 ans, donc quand j'en avais 28, 29, quelque chose comme ça. C'est arrivé assez tard, mais aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir vraiment un groupe d'amis où c'est plus du tout... ces questions-là se posent plus, en tout cas, de cette manière-là. C'est beaucoup plus ouvert. Donc, je dirais que pour moi, la résolution était vraiment en termes de sociabilité, quoi. Mais du coup, ça voudrait dire qu'on se sentirait vraiment bien qu'avec quelques personnes qui auraient eu cette prise de conscience-là, cette prise de recul. Et du coup, le reste du temps, on devrait continuer presque à jouer un rôle pour encore rentrer dans le moule. Je t'avoue que moi, je me suis installé en libéral, tu vois. Et c'est vrai. Je veux dire, c'est vrai que, évidemment, que la question aussi du travail ou de qui on va croiser ou quelle est notre circulation, c'est pour ça que je parle aussi de matérialité, parce que qui peut, à un moment donné, aussi se créer une bulle. Donc, c'est pour ça qu'à cet endroit-là aussi, je parle des privilèges là-dessus. Et c'est sûr que pour moi, la question du travail et d'être... en tout cas, de pouvoir choisir les sociabilités, les endroits où je croise des gens et où j'en croise pas, c'est sûr que c'est complètement clé. Je suis aujourd'hui, évidemment, je suis dans un cabinet que partagé avec des personnes queer. Je reçois des personnes queer et je sors avec des personnes queer. Tu vois, j'ai un truc... je crois que voilà, dans le fond, ma question, c'était ça. Est-ce qu'il faut, du coup... chercher à relationner essentiellement avec des gens queer. Est-ce qu'il est possible encore de relationner avec intensité et profondeur avec des gens qui n'ont pas encore entrepris cette déconstruction-là, ou même de manière générale, en fait, je sais pas, il y a une espèce de prise de recul qui se fait, comme là, par rapport à, du coup, certaines thématiques abordées. En fait, du moment où on pense plus homme-femme, il y a plein de choses qui explosent, plein de débats qui n'ont plus lieu d'être, plein de... ouais. En tout cas, je pense que trouver des gens avec qui on partage, et je pense que c'est des moments de vie, tu vois, parce que ça pourrait très bien, ça se pose aussi, je pense que cette même question, elle peut être tout à fait posée sur le plan de la racialisation, par exemple, avec des recherches d'espace en non-mixité, etc., etc. Donc je pense que ça peut se poser différemment aussi. Encore une fois, je hiérarchise pas selon des endroits aussi de parcours et de trajectoire personnelle. Donc, mais en tout cas, l'importance de se retrouver à un moment donné dans un sentiment de sécurité avec les autres me semble, pour moi, qui a été en tout cas la réponse par rapport à ça. Après, c'est pas aberrant de chercher comme amis des gens qui ont un peu les mêmes valeurs que toi. C'est pas forcément une forme de racisme ou d'ostracisme. C'est en fait la vie. Finalement, quand tu regardes quelqu'un, tu dis toujours regarde ses 5 meilleurs potes et tu sais qui il est. Donc, c'est vrai que après, tu t'entoures de gens aussi qui ont un peu les mêmes valeurs que toi. Et c'est vrai que si pour toi, c'est une question qui est très importante, forcément, ça veut pas dire qu'il faut voir... que des queers ou que des gens qui soient comme toi, parce que c'est pas forcément, tu vois, Juliette elle rencontre plein de gens, je veux dire, mais c'est juste que disons que ton cercle restreint, c'est Non, mais moi si t'es là ce soir, non mais bon, en tout cas, oui, des fois je bosse en dehors de mes que tu parles à personne, quoi. Tu vois ce que je veux dire, mais en tout cas, c'est vrai que ton cercle restreint. Moi j'assume, je veux dire, c'est tous ces trucs, ça a été beaucoup parlé, mais il y a toujours des non-mixités et des entre-soi. Et sauf que quand on a les conditions matérielles ou les privilèges, on n'appelle pas ça de la non-mixité, on appelle ça un fait, où on le nomme même pas. Et que quand on appartient à certaines catégories minorisées, là tout d'un coup on parle de non-mixité. Mais en fait, oui, bien sûr, évidemment qu'il faut aller vers la non-mixité. Mais c'est vrai que pareil, si t'es célib et que t'as que des potes en couple, tu vas être un peu malheureux parce que le samedi soir, tu vas un peu te faire chier. Alors que si t'es célib et que tu vois que tes potes célib, c'est... Alors, on a juste le temps pour... excuse-moi, je t'interromps, mais on a juste le temps pour une toute dernière question. Donc, bonsoir. Voilà. Bonsoir. Ouais. Déjà, merci beaucoup, Judith, pour ton podcast. Je suis une très, très grande fan. Et puis, désolée de conclure là-dessus. J'ai décidé de m'obstiner dans l'hétérosexualité pour le moment. Et donc, comme Emmanuel, tu l'as dit, tu as trouvé 2 hommes depuis cette révélation. Et donc, est-ce que... je m'adresse à vous en général... Parce que moi, j'ai la flemme. Est-ce que c'est notre rôle d'éduquer
les mecs qui seraient voilà, des produits de la masculinité. Moi, j'ai la flemme aussi. Je l'ai fait une fois avec ce garçon qui tricotait. Mais parce qu'il était très curieux, très demandeur, ça l'intéressait énormément. Et donc, en fait, c'était une joie de transmettre des références, des ressources, tout ça. Et après, il y avait un échange, on discutait beaucoup. Mais sinon, non, honnêtement, moi, j'ai pas l'énergie. Je suis arrivée à un état dans ma vie où déjà, je suis devenue clairement androphobe. La plupart des mecs, franchement, je me méfie. Hein. Et j'ai pas l'énergie de faire ce travail-là. Moi, j'aimerais qu'on organise une grande fête où on ramène tous les ex qu'on a déconstruits et on fait un troc des ça ex. Serait tellement bien. Ouais, voilà. Comme ça, on n'a pas fait le taf pour rien. Voilà. Ouais. Le grand troc, c'est bien. Et tu veux répondre, France ? Je veux bien participer à ce troc. Moi, je suis OK pour transmettre des ressources, mais après, le taf, ça doit venir du mec, enfin, clairement. Puis surtout, il y a des limites. Parfois, tu commences la déconstruction et puis après, il y a une résistance et la déconstruction n'a plus... Enfin, elle s'arrête en chemin. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il y a certains trucs qui volent. Enfin, t'arrives à passer quelques barrières. Il y a un plafond. Et puis, il y a un plafond de verre. Ouais, et puis après, il y a un moment où t'y arrives plus, ou je sais pas, enfin... Je sais pas, moi j'ai déconstruit un mec et c'était super, donc je sais pas quoi dire. Laisse son numéro à la salle, hein, si tu veux. Il n'y aura qu'un mec dans ce troc, donc on va tous se jeter dessus. Merci beaucoup, merci Juliette Drouard, merci France Artelli, merci Emmanuel Richard d'avoir été avec nous. C'est déjà la fin, merci beaucoup. Je vous applaudis. Et merci au Point Éphémère de nous avoir accueillis. Merci à vous qui nous écoutez, qui êtes venus nous voir. Merci à notre chargée de production, Charlotte Bex, elle est là-bas. Merci à Elisa Grenet qui nous a réalisé. Et merci à Naomi Titi qui a trouvé le titre « Faut-il sauver l'hétérosexualité ?» On peut plus rien dire, c'est le podcast de débat de Binge Audio. C'est tous les vendredis sur toutes les applis. J'espère que vous allez vous abonner. Merci.